Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin pour cette belle première journée de Zero to One édition nantaise. Nous sommes ici pour 45 minutes. Je suis Raphaël Gué, je travaille à la cantine numérique et à la French Tech Nantes. Et j'ai la lourde responsabilité de poser des questions aujourd'hui à propos des tendances 2024 de la tech, des startups et de l'innovation en général. Pour ce faire, un grand merci à nos deux speakers. Donc Arthur, tu travailles chez France Digital depuis 4 ans. Tu es directeur de plein de choses à la fois. J'avais pris des notes parce que j'étais pas trop sûre de tout me souvenir. Mais globalement, directeur des relations avec les membres et les entreprises. Bravo pour ça. Je pense que tu ne dois pas t'ennuyer beaucoup. Il y a du boulot. Merci. Et Romain, qui était là ce matin, pour ceux qui l'avaient peut-être déjà vu, travaille chez TechCrunch depuis bientôt 10 ans, une des grandes voix du numérique et des startups depuis ce temps-là. Donc on a ici deux pros vraiment de l'écosystème qui vont pouvoir nous donner un peu leur vision sur les tendances 2024. Première question, et pas des moindres. On entend beaucoup parler en 2023 de la fin de l'abondance, donc avec la situation géopolitique qui est un petit peu compliquée, les crises de l'immobilier, les écarts entre industrie et start-up, le repli sur soi global qu'on peut voir dans l'économie. Comment est-ce que vous lisez un peu, quelle lecture vous avez vis-à-vis des startups et de cet écosystème autour de cette problématique de la fin de l'abondance, et comment vous voyez ça pour 2024 ? Je commence. Déjà, bonjour à tous. Ravi d'être ici. Merci Raphaël pour cette introduction. Merci au Startup Palace ici lundi. Merci à H7 aussi pour l'organisation de ce bel événement. Ravi d'être ici parce que effectivement, moi, j'ai vécu à Nantes il y a de ça 10 ans, donc c'est un peu le retour sur les terres et trop content de voir l'évolution un peu de cet écosystème qui est foisonnant. Alors, t'as douché un peu l'optimisme de tout le monde. Je suis un peu plus enthousiaste que toi. Effectivement, sans trahir de secret, on a vu un ralentissement en 2023. Un ralentissement, quand on parle de ralentissement, on parle de ralentissement en montant levé. On parle pas d'un ralentissement en création d'entreprise, ni en volume en gros, de nombre de sociétés qui ont levé des fonds. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en phase d'amorçage, notamment pour la levée de fonds, c'est toujours assez dynamique. On voit que les business angels maintiennent leurs investissements, et donc ça, c'est quand même des indicateurs qui sont assez intéressants sur la santé économique. Et on voit cette nouvelle génération d'entrepreneurs justement qui est en capacité de réinjecter des flux de capitaux dans les nouvelles solutions innovantes. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Mais c'est effectivement, si on sort un peu de la photo, les 10 très grosses levées de fonds de 2022, finalement, on arrive sur quelque chose d'assez mature, quoi, et d'assez constant sur la partie levée de fonds. Donc, en mettant en exergue un peu ces superbes levées de fonds, on arrive sur quelque chose qui est finalement assez constant. Et puis 2024, on va rester un peu sur cette tendance-là de ce qu'on voit et des indicateurs qu'on a. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que tu évoquais, c'est qu'on voit aussi que les conflits, et c'est pas un sujet forcément optimiste pour le coup, mais les conflits n'ont pas eu un impact si important que ça en fait dans l'écosystème numérique. On a vu sur la chaîne de valeur et des manquements, notamment en amont sur la chaîne logistique, mais il n'y a pas eu un écroulement attendu de l'écosystème au niveau mondial et donc au niveau européen et donc aussi au niveau français. Et donc ça, c'est plutôt rassurant parce que si les grands leaders de l'économie maintiennent le cap, on peut penser que effectivement nous, acteurs du numérique, on va pouvoir suivre cette tendance. Donc je garde quand même un enthousiasme sur 2024. Ouais, je suis d'accord avec certains points. Bonjour à tous, moi c'est Romain du coup. Certains points sur lesquels je suis d'accord avec Arthur, d'autres un tout petit peu moins. Ce qui est marrant, c'est que à la fin de l'année, il y a toujours des rapports annuels sur comment s'est passé 2023. Je me souviens notamment du rapport d'Atomico qui est sorti en décembre, mais j'ai vu passer d'autres rapports de banques américaines qui soulignaient justement que c'était un peu un retour à la normale après une année 2021 et 2022 un peu folle, ces 2 années-là, avec des levées de fonds incroyables, des expansions un peu délirantes. On l'a tous vu, on l'a tous senti. Alors certes, c'est un retour à la normale, mais il y a quand même des raisons de souffrance un petit peu, je dirais, notamment au niveau de l'emploi et des personnes qui bossent dans la tech.
Et il y a des startups qui ont beaucoup embauché, qui malheureusement ont dû faire des plans de sauvegarde de l'emploi, des ruptures conventionnelles, collectives conventionnelles, ruptures conventionnelles collectives, ce genre de choses. Et ça, malheureusement, c'est pas un sujet de réjouissance. Et on voit que ça affecte un peu tous les échelons de la tech, parce que même les géants de la tech, type Meta ou Google, ont licencié par-ci par-là, avec une exception. Je crois que Apple a licencié 0 personne jusqu'à présent. Et même Microsoft, Amazon, ils ont tous licencié dans une certaine mesure. Sachant qu'Amazon a une politique de licenciement annuel, il licencie une partie des effectifs tous les ans. Donc je ne sais pas si c'est une raison de se réjouir ou pas. Mais voilà. Ce que j'entends, c'est que du coup, depuis 2021-2022, on est sur un assainissement un peu de l'écosystème, si je comprends bien. Donc on a quand même des fonds, on a moins, peut-être, enfin, ou en tout cas, il y en a moins qui sont injectés sur beaucoup de boîtes. Tu me dis si je me trompe. En fait, on a plus de création de fonds, mais la difficulté, c'est pour les levées de fonds sur des montants assez impactants. À partir de 100 millions d'euros, là, on arrive dans les difficultés et on arrive sur effectivement un appauvrissement du nombre de fonds dédiés, et surtout au niveau français, qui a un peu une problématique structurelle pour pouvoir projeter les entreprises à l'international. Mais on est vraiment sur le haut du panier, et ça concerne, on parle d'une 20aine de sociétés en France. Okay. Pour le reste, on voit notamment dans le tissu industriel dans l'Ouest, beaucoup de boîtes et de fonds d'investissement qui se créent, et ça c'est vraiment chouette. Donc pour les boîtes qui pourraient être ici et qui galèrent encore un peu à lever des fonds, vous dites accrochez-vous, tout va bien se passer. Accrochez. Oui, surtout au début en fait, parce que c'est vrai que sur les levées de fonds à plus de 100 millions, il y a des gros fonds qui n'étaient pas habitués en fait au monde des startups, comme Coatue, qui sont partis d'Europe en fait, ils ont fermé leur bureau à Londres, alors qu'ils avaient mis des investissements à 200 millions, 300 millions. Et puis on voit aussi que SoftBank, ils investissent plus du tout comme avant. Donc toutes ces méga levées de fonds, peut-être que c'est fini, effectivement. Mais j'ai l'impression quand même que si on veut créer une start-up, en ce moment, c'est un bon moment, parce que finalement, au niveau du seed, on arrive quand même, si tout va bien, à lever un petit peu d'argent pour commencer la première année, la deuxième année, peut-être même la troisième année. Et je sais pas trop de l'économie comment elle sera dans 3 ans, mais on peut espérer que les choses seront un peu différentes, que notamment, alors il faut savoir qu'en fait, les levées de fonds dans les startups sont très liées au taux d'intérêt, parce que les fonds d'investissement en VC sont des classes d'actifs dites risquées, et pour des gros fonds de pension qui veulent investir des centaines de milliards de dollars, ils vont choisir différentes classes d'actifs pour diversifier leurs risques et pour avoir une certaine performance. Et donc ils vont mettre dans de l'immobilier, ils vont mettre dans la santé, dans des hôpitaux, dans plein de choses différentes, et aussi dans les fonds de VC, parce que c'est réputé comme des classes d'actifs certes risquées, parce qu'on peut quand même perdre sa mise, mais qui peuvent apporter beaucoup de performance. Et si les taux d'intérêt sont élevés, les taux directeurs de la BCE, de la Banque centrale américaine aussi, et ben il y a moins de raisons de mettre de l'argent sur les fonds de VC, parce que en fait on peut trouver quand même de la performance sans avoir ce risque-là associé aux investissements dans les startups. Donc si normalement les taux d'intérêt baissent, ça va aussi relancer les investissements dans les startups. Okay. Et peut-être en complément, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a encore de l'argent dans les fonds, en fait. Tout n'a pas été déployé. Et donc nous, France Digital, en tant qu'association, justement représentant les entrepreneurs, les investisseurs, auprès des pouvoirs publics, notre rôle, c'est aussi d'aller aiguiller les pouvoirs publics pour qu'ils ajustent le cadre réglementaire et qui, d'une certaine manière, incite les fonds à déployer leur argent. Donc effectivement, je pense que on a encore des leviers d'action pour se financer à travers des organes publics, BPI. La French Tech, vous êtes un super relais aussi pour indiquer les bonnes personnes. Vous n'avez pas d'argent, c'est vrai, mais vous êtes des très bons relais et vous avez une très bonne vue sur l'écosystème. Et puis des acteurs privés qui sont de plus en plus performants aussi. Des conseillers bancaires qui sont plus à même de vous aider. Des banquiers privés. On revient à la banque, mais c'est souvent les principaux interlocuteurs. Et puis, il y a quelque chose de très positif, mais je sais pas, tu voulais peut-être en parler après, mais c'est le lien avec les grands groupes. Et ça, on arrive dans une nouvelle décennie qui est pas la décennie de la levée de fonds, j'espère que ça va rester bien entendu, mais c'est vraiment la décennie de la contractualisation. Et vraiment notre rôle global, c'est aussi de faire en sorte que les grands groupes aient un œil tout particulier pour acheter des solutions françaises, européennes,
On est des Européens convaincus, j'habite à Bruxelles, et donc ça en fait partie, mais donc ça a incité localement, nationalement et globalement à ce que ces acteurs-là se concentrent, prennent des risques aussi pour investir dans nos pépites françaises. C'est en effet une très belle transition, merci Mathieu. La question suivante, pour rester quand même dans le financement, les levées, etc., c'était en effet des solutions qu'on voit émerger quand même globalement. Donc il y en a une qu'on voit pas émerger qui existe, mais qui est l'international en termes de levée. On parle de souveraineté, etc. Est-ce que c'est cohérent dans cette vision-là? Et en effet, la relation avec les grands groupes, il y a avec la French Tech notamment des programmes qui sont créés, je choisis la French Tech, pour justement mettre en relation business des startups avec des grands groupes ou des PME ETI. Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer en 2024? Est-ce que c'est un flanc qui va tomber? Comment est-ce que vous voyez un peu ça? Effectivement, donc on a eu des très belles initiatives lancées, notamment par la French Tech, tu le citais. C'est des effets très intéressants. C'est un peu comme les grandes levées de fonds, le French Tech 120 par exemple, c'est beaucoup de projecteurs. Mais il faut s'assurer derrière que pour les French Tech 120 qu'il y ait une rentabilité, et pour la contractualisation, effectivement, que ça puisse faire sens et qu'il y ait finalement un cadre qui permette aux startups de contractualiser facilement avec les grands groupes. Et là, pour l'instant, le problème, c'est on a besoin d'acculturer, former les interlocuteurs, vos interlocuteurs au sein des grands groupes, pour s'assurer qu'ils ont une compréhension de vos enjeux, de vos problématiques, votre temps qui est réduit, et la nécessité d'investissement pour vous, pour se conformer finalement aux demandes des achats. On parle des acheteurs et des acheteuses notamment. En particulier, effectivement, et la French Tech et la BPI fait un gros travail auprès de justement ces acheteurs, notamment avec une initiative qui s'appelle DAPI, je crois, très beau nom, pour justement essayer de les former, parce que pour être certain qu'il y a un alignement justement entre la fonction des achats et leurs objectifs, qui ne doit pas uniquement être la réduction du risque et la réduction des coûts, et de sécuriser bien entendu la chaîne d'approvisionnement, mais aussi qui puissent être acculturés aux enjeux portés effectivement par les entrepreneurs. Moi, je pense que c'est un sujet récurrent. En fait, ça fait 10 ans que je suis chez TechCrunch, et dans mon rôle de journaliste, j'ai interviewé pas mal de secrétaires d'État au numérique ou ministres du numérique. Commencé par Fleur Pellerin, puis tous ceux qui ont suivi, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il n'y en a pas, mais bon, voilà. Jusqu'à la semaine dernière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un problème depuis 10 ans, en fait. J'ai même le souvenir, en 2015, j'étais au CES à Las Vegas, et c'était une période où il y avait beaucoup de startups françaises qui allaient à Las Vegas, un peu moins maintenant, pour essayer de vivre sur la scène internationale. Et il se trouve que c'était aussi une période où il y avait beaucoup de personnalités politiques qui allaient à Las Vegas pour se donner, françaises qui allaient à Las Vegas pour se donner une espèce de culture technologique. Et à ce moment-là, c'était Emmanuel Macron, le ministre de l'économie. Et je l'ai interviewé, j'ai eu le droit à 10 minutes avec lui. C'était des interviews en marchant, donc c'est-à-dire que j'étais calé entre deux rendez-vous où j'ai marché dans des couloirs à côté de lui avec un dictaphone à côté. Et en fait, le principal sujet de notre interview, c'était ça. En 10 minutes, c'était la contractualisation entre les gros groupes et les startups, ou en tout cas même les PME au sens large, parce que lui, il a la casquette de ministre de l'économie. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça va arriver. Et j'espère que, oui, effectivement, ça va finir par arriver, parce qu'il n'y a pas de raison que les grands groupes finissent toujours par payer des méga contrats avec Capgemini, même si j'ai rien contre Capgemini, ils font du bon boulot, mais avec des grosses sociétés de conseil en informatique qui vont lancer des projets de 18 mois, qui vont coûter des millions et des millions. C'est dommage. Parfois, ça peut passer par un rachat, effectivement, ou au moins un contrat de prestation de service. Un bon exemple de ça, par exemple, c'est Orange, quand ils ont fait Orange Bank. Donc ils sont lancés dans l'aventure de néobanque, on va révolutionner le monde de la banque. Bon, ils l'ont fermé l'année dernière, du coup. Et au lieu de racheter, alors ils ont racheté Groupama pour la licence bancaire, mais au lieu de racheter une fintech pour essayer d'avoir les équipes, de comprendre comment on peut faire ce genre de choses, ils ont dépensé plus d'1 milliard d'euros avec différents cabinets pour construire une espèce de pyramide magnifique. Alors c'est sûr que sans doute ils étaient prêts à avoir 50 millions de clients dès le premier jour,
Mais en fait, ils n'ont jamais réussi à avoir autant de clients que ça, quoi. Je te rejoins sur un point, il y a un chiffre qui est assez marquant. Les opérations de M&A entre startups et groupes du SBF 120, en 10 ans, jusqu'à l'année dernière, c'était 100 opérations en 10 ans. Donc ça en fait 10 par an. C'est les Échos qui sortent ça, je ne sors pas de mon chapeau. Donc effectivement, je pense que tu l'as souligné, il y a une belle marge de progression. Mais voilà. Et l'autre problématique, effectivement, c'est de former les intégrateurs, comme tu évoquais, Capgemini, Soprasteria et tous les autres, pour justement s'assurer que ils soient pas juste là pour limiter le risque finalement porté par les grands groupes. Parfois ils externalisent parce que ça leur facilite un peu la vie, et du coup dans la même logique de réduction de risque, ils vont pousser des solutions peut-être plus éprouvées, américaines, asiatiques, qui ont déjà un volume d'activité plus facile. Donc du coup ça permet de sécuriser un peu l'intégration. Pour autant, c'est aussi leur rôle à eux de pouvoir justement aller identifier les startups, les entrepreneurs qui sont en capacité justement de pouvoir aider ces grands groupes. Et tu parlais de l'international. Pour un entrepreneur, c'est vraiment un instrument incroyable justement pour être en capacité à se projeter à l'international. Parce que si on a une capacité de contractualiser avec un grand groupe, il va avoir des attentes pour pénétrer de nouveaux marchés et donc de l'accompagner, et des capacités de déploiement, des bureaux sur place. Et donc ça, c'est un instrument rêvé pour pouvoir pénétrer l'international. Ça marche, merci beaucoup. On va passer aux révolutions d'usage technologique, de marché. Je ne savais pas trop comment appeler cette partie-là. On a beaucoup parlé, encore une fois, de souveraineté. Je pense que là, on avait un peu discuté pendant la prépa. Ça peut être intéressant d'avoir votre avis là-dessus, sur la souveraineté française, européenne, qu'édicte notamment Jean-Noël Barrot, qui n'est plus là depuis une semaine. Bientôt de retour. Les changements de réglementation aussi, tout ce qui est lié à l'IA, au Web3, donc beaucoup de choses qu'on a beaucoup entendu parler en 2023. Comment est-ce que vous voyez ça cette année? Quelle est votre vision sur ces sujets? Est-ce qu'il y en a qui vont un peu disparaître, d'autres qui vont exploser, d'autres on en parle beaucoup mais en fait il n'y a pas de sujet? Comment est-ce que vous voyez ça? Alors il y a deux questions mais en fait elles sont liées effectivement sur l'IA et la souveraineté. Il y a un vrai sujet parce que s'il y a bien et une la chose, réglementation. oui voilà c'est ça. En fait c'est tout est lié dans ce monde de la tech, dans cet écosystème. Ce dont on s'est rendu compte en 2023, je pense qu'en fin 2022 on s'est rendu compte que ChatGPT existait et fin 2023. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que en fait, les intérêts étaient très liés entre Microsoft, OpenAI et les autres géants de la tech, qui ont chacun leur façon de lutter sur cette espèce de course à l'armement. Là, par exemple, Google a investi dans Anthropic, le concurrent d'OpenAI. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a donné une interview la semaine dernière, je crois, à The Verge, où il parlait qu'il avait acheté, je crois que c'était 3300 GPU Nvidia pour être prêt à entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'on a l'impression de revenir à la guerre froide, parce que quand on parlait de 3300 quelque chose, avant c'était 3300 têtes nucléaires. C'était ce genre de choses. C'est comme si les GPU étaient devenus les nouvelles têtes nucléaires dans une espèce de guerre économique. Et j'espère que on va en rester au stade économique, effectivement. Mais du coup, c'est vrai que là, il y a un vrai sujet qui va se passer en 2024. C'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça en tant que citoyen européen, en tant que gouvernant européen, alors pas moi, mais ceux qui décident, et en tant qu'entrepreneur européen. Et la réponse, pour l'instant, elle n'est pas claire. Il y a eu des éléments de réponse, avec notamment l'AI Act à Bruxelles, qui est donc un règlement européen qui est encore en discussion en fait. Il y a eu un trilogue qui a abouti, mais maintenant il y a des voies de recours pour essayer de voir si finalement il va pas être adapté avant de devenir une forme de loi européenne. Et une différence de point de vue aussi entre la France et d'autres pays. Et la différence de point de vue est énorme entre, disons, la voie qui a été défendue notamment par le Parlement européen, mais aussi par d'autres pays européens, et qui était plutôt côté consommateur, droit des consommateurs. On doit nous expliquer quand on demande un prêt immobilier s'il y a eu de l'intelligence artificielle et pourquoi, et c'est basé sur quoi. Donc un peu de l'explication des algorithmes, et aussi des voies de recours, par exemple, quand on prend l'avion et qu'on n'a pas envie que notre visage soit scanné pour vérifier notre identité, ce genre de choses.
Mais la voie française qui a été défendue par Jean-Noël Barrot, par Emmanuel Macron, par certains entrepreneurs comme les entrepreneurs derrière Mistral, et même certains gros investisseurs de la French Tech, notamment Xavier Niel. Je me souviens, il en parlait au moment du lancement de Qt.ai, son laboratoire d'intelligence artificielle. C'est une voie complètement différente, c'est de dire laissez faire l'innovation, laissez les entrepreneurs tranquilles. L'Europe a toujours envie d'innover sur la réglementation, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir les géants de l'intelligence artificielle en Europe. Après, on pourra penser à faire des règles, mais pour l'instant, laissez-les faire. Mais c'est vrai que ce qu'on s'était dit l'autre jour, la souveraineté, ça veut dire plein de choses, parce que c'est quoi une entreprise française? C'est une entreprise qui est basée en France, qui emploie des gens français, qui a des investisseurs qui sont français parmi le capital de cette société, qui a des clients en France. Il y a plein de manières différentes. Et c'est vrai d'ailleurs, il y a beaucoup de Français dans l'intelligence artificielle qui travaillent aux États-Unis. Romain Huet, par exemple, il est responsable des relations développeurs chez OpenAI. Il s'appelle Romain, donc ça sonne pas très américain. Et du coup, ça pose aussi la question. Peut-être qu'on défend des champions français, mais avec des investisseurs américains. Donc, faut regarder vraiment dans le détail, quoi. Et il y a deux sujets que j'aime dans ta question, qui est très bien. Le premier, c'est le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, c'est autant une opportunité qu'une menace pour un entrepreneur, un investisseur. Et donc, c'est important de le comprendre. De comprendre où est-ce qu'on peut s'insérer et où est-ce qu'on va avoir des limites assez rapidement en développant son activité. Chez France Digital, encore une fois, nous en tant que lobby des entrepreneurs et des investisseurs, notre rôle justement c'est de vous défendre du mieux possible au niveau français et au niveau européen. Effectivement, la bataille de l'AI, on a deux visions différentes qui parfois vont dans le même sens et parfois s'opposent. Souvent et c'est ça la bataille réglementaire, souvent sur des exemples, des choses marquantes qui parlent au grand public. Effectivement, on a l'AI Act au niveau européen, DSA, DMA, donc vraiment des surcouches réglementaires. Et au niveau français, on a le plan national de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, et je pense que on peut en être fier au niveau français, au niveau européen, c'est qu'on a envie d'avoir un temps d'avance pour cette réglementaire et pour cette réglementation, et on a envie de s'assurer que quand on parle d'IA, l'enjeu éthique soit pas effacé d'un trait. Et donc bien évidemment, c'est important qu'on s'y intéresse et pour savoir qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société. Voilà. Deuxième aspect, c'est quand on parle de souveraineté. En fait, la souveraineté, c'est multiple. On parle de souveraineté, tu l'évoquais, sur les personnes, sur les fonds, sur les technologies, sur les outils utilisés, et bien entendu, en fait, sur l'internationalisation, par exemple, qu'on veut avoir, etc. Et donc, du coup, bien évidemment, quand on parle de souveraineté, on parle pas juste de défense, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir armer, éduquer, l'ensemble de nos entrepreneurs sur les risques que ça comporte sur le développement de leur activité et potentiellement les brèches en termes de souveraineté que ça implique. Mais je pense que l'exemple de la cyber et le rôle qu'a voulu avoir la France dessus était prépondérant. Le risque que ça prend, c'est justement, vu que c'est des sujets plus sensibles, c'est qu'il y a une sorte de à la revente, l'État français va parfois souhaiter préempter en fait ces solutions, et donc du coup ça donne un risque pour les investisseurs à investir dans ce type de solution. Et donc faut juste assurer, justement comme tu l'évoquais Romain, un cadre qui permette à tous les entrepreneurs de pousser leurs idées le plus loin possible, mais aussi effectivement de pouvoir s'assurer des garde-fous tout simplement. Ça marche, merci beaucoup. Tu parlais d'éthique, c'est un sujet qu'on était obligé d'aborder aussi, le sujet de l'impact, dont on a beaucoup entendu parler en 2021-2022 après le Covid, qui a malheureusement un peu disparu dès lors que c'était compliqué financièrement pour les startups en général, que ce soit la transition éco ou la mixité en entreprise, la diversité. On souhaite bien sûr toutes et tous que ça évolue en 2024. Comment est-ce que vous anticipez ça? Est-ce que c'est un biais que quelques personnes peuvent avoir, ou comment est-ce que vous voyez ça pour 2024? Moi, je trouve que c'est vraiment dommage que, à partir du moment où les financements se contractent, où il faut se mettre en mode survie, tous les sujets de diversité passent au second plan, et même des plans sur l'environnement, comme tu le disais. Parce que, en fait, il y a une question de cycle. Là, on est sur un cycle plutôt négatif,
Donc ça veut dire que voilà, c'est comme s'il y avait un tour de machine à laver qui était en train de tourner et qui élimine un peu les éléments parasites. Et seulement les gens qui sont vraiment convaincus de leur métier d'entrepreneur, de leur mission d'entrepreneur, vont rester dans l'écosystème. Et pareil pour les investisseurs. Il y en a qui sont venus un peu comme des touristes sur la tech et qui sont en train de repartir aussi vite. Et ceux qui étaient là il y a 5 ans, qui seront là encore dans 5 ans, et ils ont besoin d'avoir une vision long terme. Et c'est super dommage d'avoir mis en place des choses au niveau des rapports sur la mixité en entreprise, d'avoir nommé des Chief Impact Officers, d'avoir sensibilisé l'ensemble des salariés sur certains sujets, et ensuite d'avoir tout bazardé derrière 1 an ou 2 après, entre 2021 et 2023, ou 2022 et 2023. Je suis convaincu que les entreprises qui pensent à ces sujets-là aujourd'hui sortiront dans une meilleure posture derrière, parce qu'ils auront des équipes plus performantes, ils seront capables de recruter des meilleurs talents quand ça va devenir dur de recruter des gens, parce que tout le monde sera en train de recruter. Ils auront déjà une équipe diverse, ils seront capables d'attirer des talents dans leurs entreprises, et ils auront des produits plus agiles, plus capables de s'adapter aux évolutions du marché, parce que leurs équipes seront au contact de l'évolution à la fois de la société, de l'économie, et ça c'est super important. Sur l'environnement, il y a quand même un petit bémol que je dirais, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de bouger, parce que réglementairement, encore une fois, ça bouge, que ce soit au niveau de la comptabilité carbone, on va avoir des règles qui vont s'imposer à plus en plus d'entreprises en Europe, espérons même dans le monde entier, sur aussi les aides publiques, que ce soit sur la capture de carbone, par exemple. Les États-Unis mettent le paquet là-dessus, ils donnent des millions et des millions pour faire des startups qui sont capables de capturer du carbone. Et du coup, ça, on sent que ça devient des nouveaux sujets pour des nouvelles startups, ou qui sont montées il y a 1 an ou 2, et qui sont en train de devenir des vrais géants. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais pour toutes les boîtes qui ne sont pas en cœur de métier sur l'environnement, c'est dommage qu'ils aient mis ça de côté, en tout cas. Je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que, effectivement, travailler sur l'impact sociétal et environnemental, c'est un avantage concurrentiel. Et ça va le devenir. En fait, on voit effectivement que les régulations évoluent, et ça va dans le bon sens. Franchement, enfin, nous, en tout cas, nous, de France Digital, on pense que ça va vraiment le bon sens d'inciter justement les entreprises à être plus responsables. De toute façon, il y a des attentes aussi de la part des personnes qui postulent effectivement sur justement le choix de l'entreprise et les orientations. Et donc, effectivement, ça devient un avantage concurrentiel dans le recrutement aussi, comme j'évoquais. Et pour moi, on parle par exemple de la cyber. Je pense qu'on est tous la cybersécurité. On est tous maintenant en capacité de comprendre les enjeux un peu liés à la cyber et même l'impact qu'on peut avoir dans notre quotidien, les mots de passe, protection des documents, etc. Bon, pour moi, le sustainability, impact environnemental sociétal, ça va être pareil en fait. C'est que maintenant, à travers les réglementations, on va être en nécessité de mesurer l'ensemble de nos actions, des interactions avec nos parties prenantes, et donc nécessairement l'entreprise va gagner énormément de temps en fait si elle a les capacités, en fait si elle a des personnes formées à ça. Et c'est le sens de l'histoire tout simplement. Et enfin, d'un point de vue plus macro, là aussi, c'est un vrai avantage concurrentiel pour la France, l'écosystème français, l'écosystème européen. On est reconnu dans le monde. Alors, moi, je reviens du CES cette année, c'est la première fois que j'y allais. Et effectivement, pour beaucoup d'intelligence artificielle, de generative AI, et je pense que nous, la France, on a notre rôle à jouer, justement pour s'assurer que ça part pas non plus dans tous les sens. Et donc, on a vu apparaître aussi des hubs mondiaux de big tech américaines, asiatiques, et qui sont venus s'installer à Paris. On voit le même effet maintenant avec l'intelligence artificielle, et donc c'est quelque chose de très positif, encore une fois, mais c'est quelque chose sur lequel on a une singularité dans une compétition mondiale, une concurrence mondiale, et donc je pense que au contraire, il faut continuer à battre le pavé, continuer à se former, continuer à former aussi les étudiants. Et j'en discutais avec les psys, je sais pas s'ils sont là, mais justement leurs écoles, leurs étudiants, voilà, ils recherchent ça maintenant aussi ils recherchent des compétences digitales, ils recherchent d'être en lien avec des employeurs futurs. Mais elles cherchent aussi à pouvoir, à travers leur action, finalement, être en capacité de changer aussi finalement les interactions avec les personnes qui les entourent. Et un sujet important, enfin, sur la diversité. C'est vrai que dans l'écosystème français, on parle beaucoup de diversité, souvent par le prisme de la mixité, de la parité, pardon.
il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et donc, c'est une chance aussi le numérique pour ça, parce que ça va permettre de faire venir dans le monde en fait du numérique, on a besoin de talent et on n'a pas besoin, je n'en suis pas donc je peux en parler, de polytechniciens bac+8 ou pour chacun de nos postes. Bien au contraire, on a besoin d'une diversité aussi d'employés. Et donc c'est l'occasion aussi d'aller chercher des publics qui sont peut-être plus loin des enjeux économiques ou du monde du travail et justement leur donner la possibilité aussi de pouvoir intégrer cet écosystème. Et ça c'est vraiment quelque chose de positif. Donc ça nécessite de former les écoles, les fers de lance, mais aussi partout en France, dans le territoire, pour bien mailler justement aussi et donner des opportunités à chacun. Et il y a un autre public dont on parle très peu, et pourtant, c'est des personnes qui ont plus de temps et qui ont des compétences énormes. C'est les personnes seniors qui ont toute leur place aussi dans le milieu de la tech. Voilà, je voulais juste rajouter un petit heads up là-dessus, qui font aussi partie du monde des futurs talents diversifiés dont on peut parler. Et justement, on va parler maintenant futur du travail pour ce dernier quart d'heure. Quand on revient sur les sujets d'IA, on parle beaucoup de transformation des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, des choses qui commencent déjà à changer. Comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce qu'il y a des signaux faibles que vous voyez aussi sur certains métiers en particulier? Est-ce que voilà, vous avez des choses à dire là-dessus? Je pense que on a beaucoup minimisé l'impact que l'IA va avoir sur le travail. Et je pense que aujourd'hui, on est en train de se battre sur le fait de est-ce que ça va détruire des emplois ou pas. Moi, j'ai l'impression que la question, c'est combien ça va en détruire et quels sont les nouveaux emplois qu'il va y avoir derrière. Et qu'est-ce qu'on fait politiquement? Ça, c'est aussi un gros volet derrière qui est malheureusement assez peu abordé par les gouvernements occidentaux et même du monde entier. Et là, je pense surtout que ça va toucher toutes les classes de métiers. Alors on parle dans la tech plutôt du tertiaire, de sociétés de services, de gens qui bossent derrière des ordis, plus ou moins qualifiés, plus ou moins polytechniciens, bac+8 ou pas. Mais disons que évidemment que énormément de choses vont être automatisées, y compris le fait de développer du code. On va plus du tout développer du code comme on le fait aujourd'hui dans pas très longtemps, dans 2-3 ans, je pense. Et si vous parlez même avec des développeurs autour de vous, ils vous diront que leur métier a déjà radicalement changé, alors qu'ils n'ont pas les bons outils. Ils utilisent ChatGPT, qui est un outil généraliste et qui s'intègre mal avec leur environnement de développement. À partir du moment où certains entrepreneurs vont s'intéresser à ça, je pense par exemple à Poolside AI, qui est une startup basée à Paris qui bosse justement sur ça, sur comment faire un espèce de chat GPT du développement. Alors eux, sans doute qu'ils vont devenir, ils vont créer un produit génial, ils vont devenir indispensables, mais les effets de bord derrière vont être énormes et il faut y penser dès maintenant à titre individuel, évidemment, je pense, parce que moi-même, je me pose la question du futur de ma carrière parfois, et à titre collectif et politique. Et il faut y penser dès maintenant. Il ne faudra pas y penser dans 3 ans ou dans 5 ans. C'est dès maintenant qu'il faut y penser. Et nous, par exemple, à TechCrunch, on y pense beaucoup. Et on se dit que ce qui va différencier beaucoup de sites d'actualité sur Internet, c'est ceux qui arrivaient à faire beaucoup d'audience sans fidéliser leurs lecteurs. Donc ça, c'est une catégorie qu'on espère ne pas être. Et ceux qui arrivent à aller vers plus de qualité, vers une marque de confiance, vers quelque chose, quand on clique sur un lien, on sait que ça va pas être n'importe quoi qui va être écrit derrière. Et nous, on essaie d'aller encore plus vers ça, même si on le fait déjà historiquement, parce qu'on sait que c'est ça qui va nous séparer de beaucoup de choses. Et on le voit qu'une grosse partie du web, c'est déjà généré par intelligence artificielle, ou traduit par intelligence artificielle et republié, ou même des échanges d'emails ou des messages LinkedIn sont générés par intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas loin d'avoir des conversations d'email où c'est que des robots qui parlent à des robots, quoi. Chacun a son IA plugué sur son navigateur et le robot répond au robot pour dire non, mais en fait, j'ai pas envie de signer un contrat avec toi. Et c'est vrai que c'est un tout petit peu bizarre de penser comme ça, mais il faut vraiment penser en termes très pragmatiques comment ça va impacter à titre individuel et à titre politique et collectif, parce que là c'est le moment aussi de repenser la dimension politique du numérique, parce que ça va avoir un impact énorme. Bah, toujours
toujours très d'accord avec toi, mais avec une envie d'apporter une note aussi positive. Les emplois dans le numérique, actuellement, c'est 1 million d'emplois. Donc c'est quand même une part importante des emplois en fait au niveau français. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut être fier aussi. On voit que c'est une évolution constante. On voit que c'est un des secteurs les plus dynamiques en France, et donc ça recrute énormément. Effectivement, les métiers évoluent, mais des métiers de webmaster il y a 15 ans ou 20 ans, ça n'existait pas non plus. Je vais pas aller dans tous les barbarismes de métiers de la tech, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont apparus. Il y en a d'autres qui vont effectivement évoluer. Il y en a d'autres qui vont disparaître. Il y en a d'autres qui vont des nouveaux qui vont apparaître. Et donc effectivement, ça va permettre une évolution des compétences du numérique. Et le grand défi, d'évoquer notamment les seniors, c'est comment s'assurer qu'il n'y ait pas toute une partie de la population qui devient finalement un peu plus éloignée des enjeux liés au numérique, électronisme. Et ça, c'est un vrai risque. C'est un vrai risque. Par contre, moi, c'est vrai qu'au jour le jour, par exemple, dans mes relations avec mes membres, pour manager mon équipe, etc., les outils de GenAI sont quand même assez dingues. Parce que ça permet finalement d'être meilleur, de s'attacher à des tâches peut-être avec plus de valeur ajoutée. Là où la préparation d'un call pouvait me prendre, je sais pas, 45 minutes, une demi-heure, quand je suis très bien discipliné, mais effectivement, ça va permettre de générer des rapports beaucoup plus rapides, le sujet de la prise de notes, voilà, ça va permettre d'être plus efficient, moi, au jour le jour. Pour autant, il y a des risques, il faut pas les occulter. Il faut être particulièrement vigilant. Il y a une transformation de la société, effectivement. Le numérique n'a pas toutes les réponses, mais et on va en reparler par la suite. Mais l'enjeu du physique, digital, la place de l'humain dedans, comment ça se met en œuvre. Et effectivement, c'est intéressant de voir quel va être le rapport aux machines, quel va être l'impact, et comment ça va se transformer. Mais le chat GPT, il disait décembre 2022. Des ruptures technologiques aussi fortes que ça, il peut en apparaître demain qui vont tout changer. Et je pense qu'il faut voir ça. C'est comme l'arrivée d'Internet, de l'ordinateur, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va faire que nos métiers vont changer. Mais encore une fois, moi je vois ça de manière quand même assez positive, même s'il y a des risques. Garder l'esprit ouvert et aussi garder l'IA à sa place. Enfin, ça reste aussi un outil qui peut être mis et qui doit être mis au service des métiers et le faire évoluer. Tu parlais du digital, on va parler ici d'explosion du polytravail, donc aussi bien en termes de télétravail, de déménagement de toutes les startups qu'on voit nous aussi donc dans l'espace de coworking dans lequel on est. Il y a aussi beaucoup de boîtes qui sont parties, qui sont revenues avec moins de bureaux, avec plus de bureaux, etc. Mais aussi des différents statuts, donc du CDI, beaucoup de freelancing, notamment dans le milieu de la tech, des métiers qui sont apparus, l'influence, etc. Donc c'est un gros paquet. Comment est-ce que vous voyez ça évoluer ? Là, je pense est-ce que ça s'est un petit peu adapté en 2022-2023, ça commence à être la normalité. Est-ce que ça va changer ? Comment est-ce que vous voyez ça en 2024 ? En tout cas, la perspective actuelle, la conjoncture actuelle fait qu'on va avoir moins tendance à faire grossir les équipes en embauchant des dizaines et des dizaines de nouveaux employés. Donc peut-être que ça va être une opportunité pour les freelances et ceux qui peuvent agir de manière ponctuelle pour plusieurs clients. Et je pense que c'est un peu la perspective du moment. Mais c'est vrai que là, je vais faire le lien avec la question d'avant. Et surtout ce que tu as dit, Arthur, sur la manière dont le numérique a évolué et le fait que effectivement les webmasters, il n'y en a plus en 2024. Et c'est vrai. Mais l'intérêt d'avoir aussi des équipes de salariés, c'est aussi de pouvoir les faire monter en compétences et que ce soit pas juste des partenaires qu'on prend, qu'on va utiliser et qu'on va jeter et on va aller chercher quelqu'un d'autre et on va continuer comme ça. Et honnêtement, avoir une bonne équipe, c'est ce qui fait gagner les startups dans 100% des cas. C'est pas tellement d'avoir le génie visionnaire à la tête de la boîte ou d'avoir le brevet génial. D'ailleurs, les levées de fonds sont souvent sur les personnes plus que sur les projets. Exactement. Et il y a même des clauses disant si un des fondateurs part, alors il se passe ça, parce que on a envie que l'équipe reste intacte et c'est ça qui a de la valeur. En haut de la boîte, mais souvent, c'est un des rares cas de ruissellement où ça marche. En bas de la boîte également, la culture infuse quand même si on a des bonnes personnes à la tête de la boîte. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à titre individuel qui vont faire le choix
du freelance ou voilà, d'une autre manière de travailler. Je me souviens pendant le Covid, il y avait un développeur dans la Silicon Valley qui m'avait dit qu'il cherchait un boulot et il y avait que des boulots en remote parce que tous les bureaux étaient fermés. Et en fait, il a eu 2 boulots, 2 offres d'emploi et il a accepté les 2. Et du coup, il avait 2 plein temps en parallèle. Et il a fait ça pendant 6 mois. Et après, il s'est dit bon je pense que je vais finir par me faire griller ou me faire virer, me faire griller. Il va se passer quelque chose. Donc, il vaut mieux que j'en arrête un des 2. Et il a gardé un seul des 2. Mais pendant 6 mois, il avait 2 plein temps. Et s'il arrive à faire passer ça sans que ça se voit, on peut se dire mais en fait, pourquoi on me demande d'aller au bureau de 9h à 18h du lundi au vendredi? Est-ce que vraiment de 9h à 18h, je travaille d'un seul bloc ou pas? Est-ce que je dois être fidèle à une seule entreprise ou je peux avoir un temps plein ou un 80% et bosser un jour par semaine en freelance pour des clients à droite à gauche? Est-ce qu'on adopte la semaine de 4 voilà. jours généralisée? Alors voilà, le rêve de la semaine de 4 jours, j'espère qu'on y arrivera un jour. En tout cas, peut-être que l'intelligence artificielle va nous faire accélérer pour y arriver. Et tout ça, c'est des problématiques très actuelles, effectivement. Et voilà, bon, j'ai un peu monopolisé la parole, mais c'est vrai qu'il faut se poser la question aussi à titre individuel. J'ai rien d'autre. Non, mais tout à fait aligné. 2 enjeux. En fait, c'est les enjeux de choix de vie à titre personnel, et ça, on voit une évolution effectivement sur le choix des entreprises. J'en parlais. Quel est leur impact sociétal, environnemental, le cadre de travail, et on voit beaucoup d'acteurs apparaître qui vont pouvoir justement aider les entrepreneurs et les entrepreneurs dans le portefeuille des investisseurs, justement à trouver les locaux idéaux, effectivement peut-être plus fragmentés partout en France. On a des bons acteurs split là qui font ça, notamment entre Paris et Nantes. Mais effectivement, donc on voit des nouveaux usages apparaître, des nouvelles volontés aussi. Toi, sans trahir de secret, mais t'es de Nantes depuis quelques années, 3 ans exactement. Donc c'est un choix aussi peut-être de vie que t'as fait de venir à Nantes. Moi, c'est fait le choix aussi d'aller à Bruxelles pour partir de Paris. Et voilà, je pense que ça nous aide tous. On est tous au contact de personnes qui ont fait ces choix-là aussi, qui réfléchissent à 2 fois avant de prendre un job hyper impactant, qui demande beaucoup d'investissement, d'engagement. Donc voilà, il faut que les entreprises s'y préparent. Celles qui ont anticipé, c'est comme d'habitude, du mieux possible, qui travaillent dessus, ont plus de facilité à justement construire une équipe dédiée qui correspond à la culture de l'entreprise. Et du coup, j'y viens. L'enjeu de culture de l'entreprise, c'est un peu le sous-jacent aussi hyper important. Et donc, on voit dans les métiers aussi RH une grosse évolution. On leur en demande toujours plus. Ça devient lourd, et il y a un sujet qui est moins cette fois-ci positif, une petite note quand même, sur la santé mentale. Et effectivement, l'évolution des usages du monde du travail, ça a des impacts qu'on a du mal encore à mesurer. Et en tout cas, il faut être vigilant par rapport à ça, parce que l'isolement, le fait d'être d'un sentiment de frustration étant un peu plus loin, c'est des choses qui arrivent. Moi, je le vis parfois au jour le jour avec une partie de mes équipes qui est à Paris. Et je pense qu'on l'a tous, on l'a tous de manière un peu plus exacerbée depuis le Covid, je pense. Il nous reste 2 minutes. La dernière question, c'était une tendance que vous allez suivre particulièrement, ou alors une entreprise que vous allez suivre particulièrement en 2024. J'entends la santé mentale, donc qu'il faut garder en tête pour les salariés, pour les RH, pour les entrepreneurs aussi. Quoi d'autre? Moi, ce que je vais suivre, c'est... Je pense qu'effectivement, il y a une montée en compétence des métiers, mais il y a aussi une montée en compétence des sujets start-up. Et une des tendances, c'est ce qu'on a appelé un peu deep tech, mais j'aime pas trop ce terme, c'est un peu ronflant, je trouve. Mais des projets qui sont radicalement innovants, que ce soit sur des matériaux, de la production d'énergie, du stockage d'énergie, du transport d'énergie, transport des populations, transport des gens. Voilà. Et en fait, c'est fou parce que grâce au numérique, on peut toucher à plein de sujets différents. Et j'ai hâte de voir tous les sujets qui vont sortir dans les startups avec qui j'ai parlé en 2024. 2024, c'est l'année du sport quand même en France, donc c'est un focus sur lequel il faut penser. On les a pas encore soutenus. C'est intéressant, justement dans le milieu du sport, on voit une grande concurrence internationale. On parle de souveraineté, on parle de données de santé,
de data qui sont en fait possédées par les entreprises anglo-saxonnes, souvent américaines, anglaises. Donc c'est intéressant et c'est une occasion, une opportunité unique pour justement l'écosystème français dédié au sport de pouvoir avoir un coup d'accélérateur. On est une nation de sportifs, c'est une chance pour nous. Et il faut aussi former, et ça c'est notre rôle aussi de France Digital, les investisseurs sur l'intérêt d'aller voir. Moi, il y a un truc que je regarde avec beaucoup d'attention. Dans le bon fourre-tout d'e-tech, il y a 2 sujets. L'un, c'est l'exploration de l'espace, Space Tech, et la place de la France, la place de l'Europe justement dans cette concurrence mondiale, et l'exploration des océans aussi. Pour le pire, la partie minière, et pour le meilleur aussi, parce que c'est un... je sais pas, je saurais pas, je sortirais une bêtise, mais c'est très inconnu. C'est très inconnu, exactement. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous.